Merci. Merci. Alors, je m'appelle Marie-Hélène Leloir, je suis vice-présidente du tribunal grande instance d'Angers, chargée du tribunal d'instance de Saumur. Donc, c'est un tribunal d'instance qui a été épargné par la razzia de la carte judiciaire, contrairement au tribunal de grande instance qui était à Saumur, et qui a eu la chance et le grand honneur en revanche, d'intégrer le tribunal d'instance de Baugé, qui lui a été laminé par la réforme de la carte judiciaire. C'est un tribunal, donc, comme tous les tribunaux d'instance, qui ont des contentieux très très divers, qui peuvent aller des contentieux civils, des partages en matière de prud'homme, tribunal des bourreaux, enfin tout un tas de choses, et bien entendu, un gros morceau de notre activité concerne évidemment le service des tutelles. Alors, moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, mais je ne vous cache pas que j'ai strictement rien préparé, parce que je ne savais pas exactement ce que éventuellement vous pouviez attendre. Donc je vais simplement peut-être vous donner un petit peu les grandes lignes de la manière dont nous on travaille dans un tribunal de cette taille qui concerne une population qui est... j'ai regardé le dernier recensement de la ville de Saumur, c'est à peu près 29 000 habitants. Et le ressort du tribunal d'instance de Saumur, l'arrondissement, c'est à peu près 136 000 habitants. Enfin, c'est des chiffres qui remontent à quelques années, donc je suis incapable de vous dire exactement. Enfin, c'est une population de l'ordre de 140 000 habitants, je pense. Donc l'arrondissement de Saumur, qui est une ville merveilleuse, n'est pas du tout un territoire industriel, contrairement à Cholet par exemple. Pour comparer deux tribunaux d'instance hors siège départemental, le territoire de Saumur n'est pas du tout industriel. Il faut une époque où toutes les possibles implantations d'industrie en fait se sont faites à Cholet et non pas à Saumur. Donc Saumur vit essentiellement, alors la ville elle-même beaucoup du cheval, bien sûr, parce qu'on a l'école de cavalerie, le cadre noir, l'armée. Bien sûr, il y a une grande tradition militaire à Saumur. Le tourisme, bien sûr, et la région est essentiellement agricole. Ont beaucoup d'exploitations polyvalentes. Qui sont en général pas d'une taille absolument énorme, c'est pas la Beauce non plus, les Saumerois. Des exploitations diverses, céréales, élevage, beaucoup de vignes, bien évidemment. C'est une région très viticole. Beaucoup de maraîchage également. Alors, en ce qui concerne les chiffres, moi, ça m'intéresse en fait beaucoup parce que je me rends compte que dans notre pratique, on ne s'intéresse pas aux chiffres parce qu'on a le nez dans le guidon, tout simplement. Et on ne s'intéresse aux chiffres que par la voie de ce qui nous est réclamé, mais alors là, très 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 régulièrement, en termes de vos stats, puisque comme vous savez sans doute, chez nous dans la magistrature et dans la justice comme ailleurs, ça fait quelques années maintenant que très sincèrement, et dans beaucoup de domaines, on est quand même sur une évaluation de l'activité judiciaire sous forme de chiffres, au détriment, franchement je le dis comme je le ressens, de ce que nous sommes, la plupart des magistrats, l'extrême majorité, continuent à défendre comme étant la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est pas que le magistrat il est génial, c'est qu'une personne est unique, qu'il n'y a pas deux situations pareilles, qu'il n'y a pas deux histoires pareilles, qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Voilà. Bon. J'ai été longtemps juge d'instruction. En termes de statistiques,
Vous sortez combien de dossiers de votre cabinet? Ben oui, mais un dossier égale pas un dossier, hein, en termes de chiffres, puisqu'on vraiment parle des chiffres. Il est bien évident qu'un dossier, où vous avez un très gros trafic de stupéfiants avec 10 personnes incarcérées, qui fait 8 ou 9 tomes, c'est pas un dossier d'une plainte avec constitution de partie civile qui concerne une fausse attestation dans le cadre d'un divorce, quoi, hein. Voilà. Donc ça, c'est en pénal. Mais on a la même chose, exactement la même chose, dans les autres domaines de l'activité judiciaire. Et évidemment, dans un tribunal d'instance, comme dans un tribunal de grande instance. Voilà. Alors, en ce qui concerne les tutelles, enfin, le service générique, hein, des tutelles, c'est vrai que nous en parlions avec M. Gaillard juste avant d'entrer dans la salle. Qu'est-ce que c'est qu'un majeur protégé, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un majeur protégé? Bon, c'est sûr que ça peut être une première réflexion, parce que, ben, j'en sais rien. Un majeur protégé, est-ce que c'est un majeur vulnérable? Ben non, parce que c'est forcément un majeur vulnérable, mais à qui il a été apporté quelque chose. Bon, justement lié à cette vulnérabilité. Alors, les majeurs protégés, nous avons tendance à considérer dans les tribunaux, hein, vraiment je parle côté tribunaux, que les mesures de protection, c'est essentiellement, quasi essentiellement, les curatelles simples ou dites aggravées ou renforcées. Moi, je préfère le terme renforcé au terme aggravé, mais voilà, c'est la même chose, bien sûr. Et puis les tutelles. Bon. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans un tribunal comme Saumur, mais je crois que c'est la même chose à Angers et à Cholet, nous avons très peu de mesures d'accompagnement judiciaire. Très peu de mesures d'accompagnement judiciaire. C'est complètement marginal, vraiment, hein, par rapport aux autres mesures. Donc c'est sûr que nous, lorsque nous parlons du majeur protégé, on pense aux mesures de protection classiques, entre guillemets, hein, les deux formes de curatelle, avec les petits aménagements qui peuvent exister, hein, que la loi prévoit pour l'une ou pour l'autre d'ailleurs, et puis les mesures de tutelle. Alors, il y a des choses fort intéressantes qui ont changé avec la loi de 2007. Personnellement, je suis assez jeune juge des tutelles, puisque j'ai que 3 ans et demi de fonction, mais un très vieux magistrat, en revanche, un vieux magistrat. Et je n'ai donc, à titre personnel, pratiqué que la nouvelle loi. Hein. En tout cas, dans la mise en place des mesures, dans les critères juridiques de mise en place des mesures, et bien sûr dans les renouvellements. Par contre, bien entendu, on voit tout à fait dans le grand nombre de dossiers que nous avons dans notre tribunal, des mesures anciennes, y compris des mesures qui ont été prises, même pas du temps de la loi d'avant, hein, du temps encore des lois encore antérieures. Juste peut-être en termes de chiffres, mais alors vraiment que sur Saumur, puisque ce sont par hypothèse les seuls chiffres que j'ai. On avait pu regarder ce chiffre puisqu'on a eu une inspection l'année dernière, donc il a fallu évidemment pouvoir préciser les choses. Donc ça c'est à l'été 2013, hein, disons. Nous avions et nous avons toujours actuellement à peu près 2000 mesures au total. Alors, ces mesures vraiment curatelle et tutelle. Hein. Je ne compte pas dedans les mages, je ne compte pas non plus dedans les sauvegardes autonomes. Hein. Donc, je vais dire peut-être autonome. Je vais peut-être vous dire un tout petit mot hein, après. Donc sur ces 2000 mesures à peu près, nous avons relativement peu de curatelle simple,
On en avait 65, 67, entre 65 et 70. On peut en dire un mot. Pourquoi on n'a pas beaucoup de curatelle simple? C'est parce que c'est pas une mesure très utile. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Mais, elle est utile, mais pas... Bien sûr qu'elle est très utile dans les cas auxquels elle s'applique, mais elle ne s'applique pas à la grande majorité des personnes qui ont des difficultés, qui les amènent à envisager une mesure de protection pour eux. Hein. Nous avions 960 à peu près curatelles renforcées et 885 tutelles. Bon. Alors, en gros, hein, à 100 près, c'est à peu près le même chiffre aujourd'hui, je pense, hein, c'est-à-dire environ entre 900 et 1000 curatelles renforcées, à peu près 900 dossiers de tutelle. Alors, ce qui peut être relativement intéressant peut-être, c'est la différence des personnes chargées, de la qualité des personnes chargées de la mesure de protection selon qu'on est en curatelle renforcée ou en tutelle. Et ça, je pense, au vu des échanges qu'on peut avoir sur les forums juges d'instance, que c'est à peu près une constante, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a davantage de curatelles renforcées qui sont confiées à des mandataires judiciaires que de tutelles. Pour m'exprimer peut-être plus clairement, il y a en matière de tutelle à peu près moitié-moitié, tutelle familiale et tutelle institutionnelle entre guillemets, hein, en tout cas mandataire professionnel plutôt on va dire, et puis en matière de curatelle, beaucoup plus de mesures confiées à des professionnels. Voilà. Alors, évidemment, hein, il y a des raisons à ça. Hein. Je ne suis pas complètement convaincue, mais bon, ça c'est du ressenti, parce que moi, évidemment, je m'incline devant le travail approfondi que vous avez fait sur les chiffres, et que nous, on ne fait évidemment pas. C'est pas... Bon. Mon ressenti, c'est pas nécessairement que les tutelles familiales, il me semble que vous disiez tout à l'heure que, vous émettiez l'hypothèse que quand les personnes sont plus âgées, on a plus tendance à ce que ce soit un tuteur familial, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça. Je ne suis pas complètement convaincue par cette hypothèse, parce que même si en termes de chiffres, les situations sont moins fréquentes, je pense, on reste quand même avec des tuteurs familiaux tout désignés et quasiment évidents dans les situations de jeunes gens qui deviennent majeurs. Et qui sont handicapés de naissance, ou qui sont handicapés à la suite d'un accident pendant leur enfance, ou qui sont handicapés parce qu'ils ont une pathologie psychiatrique lourde, par hypothèse s'il y a une tutelle. Alors je suis d'accord avec vous. En fait, si on fait un graphique, la proportion par âge de mesures qui sont confiées à une famille, ça va être comme ça. Ah oui, on est d'accord. Donc, oui, aux jeunes âges, il y a plus de 50%, aux âges élevés, plus de 50%, et en fait, aux âges intermédiaires, c'est plutôt confié à des mandataires privés, et souvent, c'est des curatelles à cet âge-là. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord. Si on regarde juste les personnes âgées, elles sont plus confiées à la famille qu'aux mandataires professionnels. Oui. Voilà. C'est pas si on regarde. Oui, on est d'accord. Alors, nous, dans la d'accord avec vous. Ça fait, oui, voilà. c'est ça. Hein, on est d'accord. C'était ce qui me semblait. Hein. Dans la pratique, il est bien évident que si on arrive à ça, c'est pas du tout parce que en curatelle renforcée, on va se dire bon, il vaut mieux un mandataire professionnel. C'est parce que les situations des personnes qui ont besoin d'une curatelle renforcée sont paradoxalement beaucoup plus complexes en général que les situations des personnes qui ont besoin d'une tutelle.
Alors, pas nécessairement sur le plan patrimonial, hein, parce que voilà, il peut y avoir des curatelles renforcées. Les personnes de l'UDAF, les mandataires le savent pertinemment. On peut avoir des situations avec des curatelles renforcées avec 3 fois rien géré. Hein, RSA, une allocation adulte handicapé, hein, bon. Mais parce que ce sont sur le plan personnel des situations très souvent beaucoup plus complexes. Les cas où une mesure de curatelle renforcée est instaurée sont extrêmement divers. Ils peuvent aller de la personne qui avait une mesure de tutelle et dont l'état s'est amélioré, stabilisé et puis va doucement reprendre son autonomie, à une personne qui va avoir une mesure de curatelle renforcée qui peut suffire très très longtemps jusqu'à un grand âge, sauf si évidemment après un état de démence quel qu'en soit l'origine s'installe, mais qui va avoir besoin de curatelle renforcée pendant de très nombreuses années parce qu'elle a un handicap qui ne nécessite pas une tutelle, qui lui permet d'être complètement associé à ses affaires, de donner son avis, dans une certaine mesure, plus ou moins, ce sont vraiment des situations très diverses, hein, les personnes qui ont des curatelles renforcées. Et puis également des personnes qui vont avoir une mesure vraiment parce qu'elles ont un gros coup dur dans leur vie, hein, une énorme dépression, un gros problème d'alcool, alors un problème d'alcool qui ne justifie plus maintenant, hein, avec la loi de 2007, on ne parle plus d'intempérance, c'est vraiment un mot, je crois que, enfin, je ne sais pas, je ne sais même plus ce que ça veut dire, à la limite, tellement c'est des mots qu'on n'utilise plus hein, maintenant, et de toute façon ne justifie absolument pas une mesure de protection quelle qu'elle soit, mais par contre, dans le cas d'état alcoolique ancien ou important, crée évidemment des détériorations cognitives, sans même parler des conséquences sur le plan personnel et social d'isolement, bon. Ça peut aller, vous savez bien, jusqu'à ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, où là vraiment on a un handicap absolument majeur et un état de santé majeur. Mais là, on n'est pas sur une mesure sur une personne qui a un gros coup de mou dans sa vie et qui a besoin à un moment donné d'un accompagnement serré pour elle. Hein, mais cette personne peut bien sûr, au bout de quelques années, ne plus avoir besoin du tout d'une mesure du tout. Quoi. Donc, ce sont donc vous voyez, vous avez vraiment des situations très diverses. Et très souvent, les familles ne sont pas du tout armées pour prendre en charge ces mesures de protection. Alors, évidemment, la loi dit, très 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 bien, la famille est prioritaire. Ça, on est tous complètement d'accord. Et bien entendu, la loi de 2007 avait pour objectif, en instaurant cette priorité, de diminuer considérablement le nombre de mesures de protection susceptibles d'être confiées à des institutions, à des associations, à des mandataires privés, de manière bien sûr aussi à diminuer le coût, puisque la mesure de protection familiale est évidemment totalement bénévole. Or, on se rend compte que les mesures de protection, alors beaucoup en curatelle renforcée, mais aussi en tutelle, en curatelle renforcée, combien de fois on nous dit, pour une personne âgée, les enfants, je ne peux pas être le père de mon père et le fils de mon père. C'est ingérable. Je deviens schizophrène avec ça.
Je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne peux pas être celui qui maintenant... et alors, le problème, vous voyez, se pose bien davantage en curatelle renforcée qu'en tutelle, parce qu'en tutelle, les choses sont claires. On agit à la place d'eux. Hein, on agit à la place d'eux. Bon, pour une personne qui ne peut plus du tout être associée. En curatelle renforcée, on agit avec. Il faut toujours l'accord des deux. Bon, au bout du compte, s'il y a une difficulté, bien sûr, le juge des tutelles va être saisi. Mais bon, le principe, c'est l'accord des deux. La personne protégée propose quelque chose, a envie de quelque chose. Son curateur va devoir, bien sûr, la conseiller, mais aussi valider ou pas son projet. Et de la même manière, le curateur va proposer quelque chose, par exemple en termes de placement, de choses comme ça, et la personne doit toujours donner son accord. Hein. Rien ne peut se faire sans les deux ensemble, sauf autorisation du juge des tutelles. Bon, je parle du principe général de fonctionnement de la mesure. Du coup, protection, évidemment, accompagnement, bien sûr, mais d'une certaine manière aussi, contrôle. D'une manière certaine, d'ailleurs, contrôle. Hein. Bon. D'où l'énorme difficulté pour les familles de remplir ce rôle. Hein. Comme je vous disais, quand il s'agit de son père ou de sa mère, alors, soit âgé et qui n'a pas besoin d'une tutelle encore, ou qui n'aura jamais besoin peut-être, mais en tout cas âgé, soit d'un père ou d'une mère moins âgé, mais dans une situation extrêmement difficile et douloureuse, alors liée à des problèmes d'alcool, souvent on voit ça, hein, liée à des problèmes de vie personnelle chaotique, liée à des problèmes de pathologie psychiatrique. Donc l'enfant, quel que soit son âge, hein, y compris 70 ans, hein, bien entendu, l'enfant en tant qu'enfant d'eux, je ne peux pas, Madame le juge, c'est pas possible, je ne peux pas être le père de mon père ou la mère de ma mère, c'est pas possible. Bon. Alors, oui, je vous en prie. 5 minutes. Comment? 5 minutes. Il faut que j'arrête. Non, pas, vous inscrire. 5 minutes, bon. Donc voilà, simplement pour terminer sur la difficulté pour les familles, et de la même façon quand les gens sont plus jeunes, pour les parents. Hein, les parents, c'est parfois hyper compliqué de rester parent dans une relation de parent, en conservant ou en reprenant par le biais d'une mesure qui leur serait confiée, le rôle du parent dans la minorité. Hein. Fais pas ci, fais pas ça, quoi. Hein. Voilà, en gros c'est ça. C'est pas possible, c'est pas raisonnable, c'est machin, c'est pas truc, c'est bidule. Bon, donc ce qui peut très souvent pourrir complètement, mais vraiment, hein, la relation parent-enfant à la majorité. Hein. Bon, donc dans ces cas-là, la loi voudrait peut-être qu'on assiste. Moi personnellement, je le fais jamais. J'insiste pas, j'entends complètement ces difficultés. Et pour moi, l'essentiel de toute façon, c'est de conserver les liens et la relation purement personnelle, familiale. Donc quand il y a des problèmes comme ça, c'est tout de suite vu, et ce sont des mandataires institutionnels. Hein. Voilà, donc simplement peut-être quelques mots juste pour vous dire que dans l'arsenal des mesures de protection, indépendamment de ces mesures de curatelle et de tutelle dont on peut peut-être parler évidemment de façon plus approfondie, se juxtapose également, enfin, ont été ajoutées donc cette fameuse mesure d'accompagnement judiciaire qui normalement prend la suite d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui a échoué. Souvent, normalement c'est ça dans la loi. Donc est-ce que la MASP elle-même est une mesure de protection ou pas? Je ne sais pas. Sociale, mais pas judiciaire. La mesure d'accompagnement judiciaire, oui, mais elle n'est pas privative de droit. Donc nous, on a plutôt tendance à dire mesure de protection pour celles qui sont privatives de droit, hein, d'où aussi
l'extrême délicatesse avec lesquelles il faut les manier, hein, parce que la protection, elle est aussi privative de droit, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Et puis aussi là-dessus, le mandat de protection future, alors dont là, sur lesquels là, je pense qu'il y a encore moins de possibilités d'avoir des chiffres, parce que par hypothèse, ils échappent complètement à la sphère judiciaire, jusqu'au moment où, évidemment, il doit être mis en application. Mais on a assez peu de recul, puisqu'il s'applique depuis janvier 2009. Enfin, ils ont pu commencer à être faits à partir de janvier 2009. Donc, évidemment, ils ne sont pas encore certains, parce que ça suppose bien sûr que la personne, le mandataire, qui a prévu donc, le moment où il serait en situation difficile, arrive à ce moment difficile. Hein, bon. Donc on en a relativement peu à ce mur, enfin relativement peu dont on nous demande l'activation. Hein. Quelques-uns par an, pas beaucoup. Les notaires mettent en place tout doucement les conseils, ces mandats de protection future, ne sont pas hyper à l'aise avec, de sorte que dans les quelques-uns, par exemple, qu'on a eu à Saumur, on avait dans le mandat de protection future une clause, mais contraire à la loi d'ailleurs, enfin, pas interdite, mais contraire à la loi qui définit le rôle du mandataire en cas de mise en action du mandat, qui était de saisir le juge des tutelles, et le notaire avait repris tous les cas dans lesquels il faut saisir le juge des tutelles, en tutelle. Hein. Donc, ça met quasiment à néant l'intérêt de ce mandat. Et le notaire avec lequel je me suis entretenue de ça m'a dit « Je suis complètement d'accord avec vous, mais vous savez, là, on avait bâti, nous, des trucs avec beaucoup de prudence, on ne savait pas trop où on allait. Bon, voilà, mais... Bon. » Donc, il y a tous ces mécanismes-là qui aussi contribuent, évidemment, à la protection actuelle ou future des majeurs protégés, que juste un tout dernier mot, je préfère personnellement appeler personnes protégées, vraiment. Parce que je trouve que, alors évidemment, on est parti loin, hein, très loin, parce qu'on est parti du malade incapable. Bon. Avec des certificats médicaux quand même qu'on voit encore dans les dossiers, qui ont longtemps, on parle de l'imbécile. Hein. Bon, l'imbécile, bien sûr, au sens latin, du mot latin, et au sens... les médecins psychiatres parlaient d'imbécile. Hein. Ou alors c'est un débile profond, enfin. Bon. Enfin voilà, quand je veux dire, les mots ont un sens, alors même s'ils avaient effectivement un sens technique, bon... donc on est parti hein, du malade, voilà. Après on est allé à l'incapable, bon, l'incapable majeur, le majeur protégé. Moi je vais vous dire, me choque à peu près de la même façon, parce que je trouve que ça n'a pas de sens juridique, puisque par hypothèse la personne protégée elle est forcément majeure dans la loi, parce que sinon on est dans la minorité. Donc par hypothèse, une personne protégée, elle est nécessairement, nécessairement majeure. Enfin, dans le sens où on emploie ce mot. Moi je parle de personne protégée plutôt. Voilà, je pense qu'il faut que je m'arrête. Hein. Mais... Merci. Désolé, hein, c'est beaucoup trop court le temps qu'on a prévu. Ah non, mais je vous en prie, c'est que, encore une fois, c'est de ma faute, j'avais rien préparé, donc sinon j'aurais peut-être serré davantage les choses.